Le futur de la monnaie est-il incertain? On en parle tout de suite, c'est le sujet de notre grande discussion avec Michel Aglietta, économiste, spécialiste des mécanismes de la finance moderne et théoricien de la monnaie, professeur émérite à l'université Paris-Ouest. Michel Aglietta, vous êtes aussi conseiller scientifique au CEPI, qui est le principal centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, membre de l'Institut universitaire de France. Je ne vais pas pouvoir tout citer, mais peut-être quelques ouvrages également à votre actif, comme Crise et rénovation de la finance, que vous avez écrit avec Sandra Rigaud chez Odile Jacob, publié en 2009. Et plus récemment, en tout cas là, vous vous apprêtez à sortir avec Natacha Valla un livre qui paraîtra donc le 24 février prochain, Le futur de la monnaie, aux éditions Odile Jacob également. Autour de la table avec nous, Rodolphe Darve-Bornoz, PDG et cofondateur de Sipios. C'est une filiale du groupe Théodo, acteur français du développement d'applications FinTech. C'est Sipios notamment, que l'on retrouve derrière le portail PGE, que tout le monde connaît aujourd'hui, le prêt garanti par l'État, lancé par BPI France. Et l'entreprise a également développé des néobanques, des solutions de crédit et de paiement pour des clients comme la Société Générale. Alors, on a en visio avec nous Yves Laurent Caillan, cofondateur et CEO de Coin Plus, qui propose des produits grand public pour démocratiser justement cet usage des crypto-monnaies qui sont, qui sait, peut-être le futur de la monnaie. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Michel Aglietta, le CEPI, propose des études, des recherches, des bases de données, des analyses sur les grands enjeux de l'économie mondiale et son évolution. C'est un service rattaché au Premier ministre. Est-ce que la monnaie virtuelle est devenue l'une de ses préoccupations majeures au CEPI? Et si oui, et si oui, à quand cela remonte-t-il? Ce n'est pas une préoccupation majeure de l'organisme en tant que tel, hein. C'est une préoccupation majeure de moi-même, si j'ose dire, hein, parce que je suis un peu le spécialiste des questions monétaires au CEPI, hein. En particulier parce que j'ai écrit un gros livre théorique sur la monnaie, qui est la base de ce qui a permis de faire le futur de la monnaie, un livre en 2016, hein, sur dette et monnaie pendant 5000 ans. Quoi. Il y a un développement historique extrêmement fort et une analyse théorique. Donc ça, c'est la base de ces travaux. À partir de quand vous vous êtes intéressé justement à ces crypto-monnaies? Vous vous êtes dit, tiens, là, il se passe quelque chose qui me concerne. Oui, à partir du moment où j'ai écrit ce livre de 2016. Mais pourquoi? Il est en 2016 parce que... Le déclencheur, c'était le Bitcoin? Parce que c'était... oui, c'était le Bitcoin, c'était d'abord le développement des systèmes de paiement. Oui. Les systèmes de paiement électroniques. J'ai travaillé sur les systèmes de paiement électroniques depuis le tournant des années 2000. Et ceci est évidemment très important, car la monnaie, c'est un système de paiement, c'est pas un objet. Et en effet, c'est ensuite la monnaie digitale est arrivée, en effet, à l'époque où j'écrivais ce livre de 2016, si vous voulez, hein. Donc il y a un premier travail, le remettre dans le cadre théorique de la monnaie. Et puis, le travail sur le futur de la monnaie est venu après, hein, parce qu'il a coécrit avec Natacha Valla. Natacha Valla a travaillé longtemps à la banque, à la BCE. Il y a eu aussi une aide, enfin, de Benoît Cœuré, qui était le principal conseiller de Draghi, qui a fait la préface, d'ailleurs, de ce livre, hein. Et voilà ce qui a permis d'accélérer les choses, parce que Benoît Cœuré est passé à la BRI pour justement le contrôle. Oui. Le contrôle des GAFAM, le contrôle, si vous voulez, des grands FinTech qui rentrent dans le domaine monétaire et qui posent un très gros problème. Alors, on va effectivement aborder cette question. Mais d'abord, je vais donner la parole à Rodolphe Darve-Bornoz de Sipios. On a vu effectivement d'abord arriver ces nouveaux systèmes de paiement sur Internet, donc finalement une économie numérique se développer sans forcément qu'on aborde tout de suite la question de la monnaie. Donc on peut imaginer que l'avenir n'y changera rien, c'est-à-dire qu'on aura une cohabitation tout à fait pacifiste entre des systèmes de monnaie ou de paiement numérique et la monnaie souveraine des États. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses évoluer, ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une compétition qui va véritablement s'installer? J'ai l'impression qu'en ce moment, on voit plusieurs acteurs qui se positionnent sur le sujet de la monnaie. On a d'un côté des acteurs historiques, vous parlez des États
qui frappent monnaie. On a aussi de plus en plus des acteurs tech donc, qui se positionnent, les GAFA, qui créent des expériences mixtes de plus en plus, qui sont des expériences à la fois sociales et qui incluent du paiement, qui incluent du e-commerce par exemple dans leurs expériences. Ils vont développer des parts de marché, ils vont chercher de la marge concrètement en développant ces services-là. Et donc, on voit de plus en plus ces expériences mixtes se développer. En parallèle de ça, on a le développement des crypto-monnaies, et donc on a un outil tech qui... C'est-à-dire que c'est quand même un outil de pouvoir, la monnaie. C'est pas juste un outil qui sert à payer des biens et des services. C'est peut-être là où la cohabitation risque d'être un peu moins pacifiste qu'elle l'est aujourd'hui. Oui, et on voit que les États ont un levier énorme. On voit en Chine, par exemple, avec le développement du yuan, que la Chine va pouvoir imposer son moyen de paiement aux commerçants, ce que ne peuvent pas faire Alibaba, par exemple, et qui vont pouvoir donc assurer l'adoption de leur crypto plus facilement que les big tech. Et donc là, on voit que l'arme réglementaire va être un levier pour les États pour faire adopter leurs solutions. Alors, Yves Laurent Caillan est connecté avec nous, donc de Coin Plus. Bonjour. Bonjour. La question que j'ai envie de vous poser, on est vraiment en train de démarrer notre débat, on y va en douceur, c'est quelle est cette nécessité finalement à créer des nouvelles monnaies, des monnaies virtuelles. On pourrait tout à fait penser que celle des États soit suffisante pour assurer aussi les paiements dans le monde numérique. J'allais dire, il faut demander aux GAFAM, il faut demander à Facebook pourquoi ils veulent absolument créer une monnaie numérique, pourquoi ils veulent peut-être encore passer au travers des mailles du filet en gardant le contrôle en interne de ces échanges qui pourraient être occasionnés lorsqu'il y a des ventes ou lorsqu'il y a du commerce sur leur plateforme. Là, à ce moment-là, ils peuvent capter tous les flux financiers parce qu'ils captent déjà tous les flux de personnes, les flux sociaux. Donc là, ils vont ajouter encore une nouvelle brique de captation des flux financiers, ce qui peut poser problème ensuite à la BCE ou à d'autres types d'organes étatiques, parce qu'ils n'ont plus du tout de contrôle à ce moment-là sur la monnaie, et en particulier sur ces monnaies numériques, ils pourront difficilement pouvoir tracer ce qui s'y passe. Donc ils essayent de réguler, mais en tout cas les GAFAM sont déjà sur place, ils sont déjà en train de développer leur propre système, et la future monnaie de Facebook en est un des acteurs majeurs. Enfin, vous, quand vous vous appelez Coin Plus, ça veut dire quand même que vous pariez sur l'utilisation de nouvelles monnaies. Oui, non, mais c'est une évidence. La monnaie numérique, maintenant, elle est là pour s'imposer. Donc, pendant quelques années, les régulateurs, à travers les plus grands États, les régulateurs ont essayé de comprendre comment marche le Bitcoin, comprendre comment marchent les cryptos pour pouvoir cerner à quel moment ils pouvaient réguler, contrôler pour pas qu'il y ait de fraude ou de mauvais usage. Donc, maintenant que la régulation est assez mature, la BCE, la Banque de France et les autres, le Sénat américain ou la Chine travaillent sur des monnaies numériques pour pouvoir ensuite contrôler, que ce soit au niveau des gros, c'est-à-dire tout ce qui est interbancaire, mais aussi également contrôler tout ce qui se passe au niveau retail, c'est-à-dire le grand public, comment ça se passe si sur Marketplace de Facebook, il y a des ventes d'objets, c'est-à-dire si vous achetez un sèche-cheveux ou une imprimante sur Marketplace, un vélo, eh bien, est-ce que vous allez payer en euros ou est-ce que vous allez payer en Facebook, peut-être Diem, si c'est le nom qu'ils ont choisi, si c'est le nom définitif de leur monnaie numérique. Donc l'usage de ces crypto-monnaies maintenant est évident. Alors on y vient à ce projet important de lancer, initié par Facebook, donc qui s'appelait Libra, qui désormais a été rebaptisé en décembre Diem. Michel Aglietta, quand vous entendez pour la première fois parler de ce projet, qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est votre réflexion? Non mais attendez, ce projet a été arrêté. Diem, ça n'a rien à voir avec Libra. Justement, Libra, c'était une tentative de dominer les États. De dire on remplace la monnaie des États. D'essayer de créer une monnaie de type mondial en bénéficiant du fait que Facebook et les autres GAFAM maîtrisent de manière monopoliste les plateformes Internet, c'est-à-dire là où se fait le e-commerce,
Et la chose la plus scandaleuse qui va avec, pour l'instant, c'est que les données que les individus, lorsqu'ils vont sur Internet, transmettent finalement dans le cadre du e-commerce, ces données-là sont totalement gratuites, elles n'ont pas de prix pour l'instant. Ce qui fait que vous avez une position monopoliste absolument scandaleuse. Et le projet Libra, alors, c'est pas du tout la même chose que le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin n'est pas une monnaie, contrairement à ce qu'on dit. Le Bitcoin est un actif spéculatif. D'ailleurs, on le voit, étant donné que son unité de compte n'existe pas véritablement. Le Libra, c'est un tout autre sujet. Hein. C'est pour ça que tous les régulateurs du monde se sont immédiatement braqués dessus et qu'ils l'ont totalement, si vous voulez, réduit à quelque chose de tout à fait différent. Le passage de Libra à Diem, ça n'a rien à voir avec changer un nom. Hein. C'est le fait que Diem n'est pas autre chose maintenant qu'une crypto-monnaie ancrée sur le dollar. Bon. Le dollar ou l'euro ou d'autres monnaies? Pour l'instant, pas ancré sur le dollar. Ce sera pour le dollar au départ, oui. Libra, c'était remplacer les monnaies des États. Ouais. C'est une toute autre affaire. Hein, avec une association qui devait... Est-ce que ce n'est pas finalement une petite marche arrière pour obtenir des régulateurs une sorte de bénédiction qui va leur permettre ensuite de faire émerger leur projet? Parce que quand vous dites c'est fini, c'est peut-être pas totalement fini. Il faut revenir à la nature de la monnaie depuis 5000 ans quand même, hein, je veux dire, alors, les choses les plus fondamentales. La monnaie, c'est le lien social le plus fondamental des économies de marché. Parce que le paiement est ce qui définit la valeur. C'est dans le paiement que la société reconnaît que nous, dans nos activités, nous lui avons apporté quelque chose et qu'elle nous rend ce que nous lui avons apporté, sous la forme de la valeur résultant du paiement. Ce qui veut dire que la monnaie est à la fois, et c'est ça le point important, dépend des techniques de paiement qui évoluent dans l'histoire et dépend de la souveraineté. La monnaie est souveraine, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est en quoi elle dépend évidemment des États et que la Banque centrale est une institution qui est définie par la loi, et dont le rôle est de centraliser, enfin, disons d'unifier ces notions de système de paiement. Donc, ce qui veut dire que la monnaie appartient à la souveraineté. Dès lors qu'elle appartient à la souveraineté, elle ne peut absolument pas, c'est impossible si vous voulez, la souveraineté être remplacée par un monopole d'acteurs privés, ce qui serait une mise en cause de la démocratie elle-même. Est-ce qu'on n'est pas en train de se poser ces questions aujourd'hui? Ben alors, le cas de la manière dont les régulateurs ont attaqué Libra, en particulier aux États-Unis même, hein, je veux dire, puisqu'il y a eu Zuckerberg a dû aller au Congrès pour des audiences au Sénat, et ces audiences ont été catastrophiques. Manifestement, ils ne comprenaient rien à la monnaie, donc ça a arrangé les choses pour le Congrès, si vous voulez. Mais d'autre part, les régulateurs du monde entier sont intervenus là-dessus. La même chose en Chine, hein, c'est-à-dire Ant Financial, qui est le principal acteur financier, si vous voulez, qui intervient avec une monnaie du même style que ce que Libra voulait faire. Ben, il a été arrêté de rentrer en bourse, etc. Mais la Chine a une solution plus avancée que les autres. C'est que pour 2022, puisque la Chine va être le pays qui accueille les Jeux Olympiques d'hiver, ils sont en train de développer ce qui, à mon avis, est le futur, une monnaie digitale de banque centrale. Central Bank Digital Currency. Et là, oui, vous avez une solution possible du problème d'interaction entre les différentes monnaies des acteurs privés de toutes sortes, mais c'est sur la plateforme, c'est-à-dire sur le système de paiement et de compensation-règlement, hein, de la Banque centrale que va se faire finalement le règlement ultime qui permet à la monnaie d'être véritablement Michel Aglietta, vous dites on ne va pas bousculer aujourd'hui l'état de contrôle sur la monnaie. Ben, ça le bouscule beaucoup en ce sens qu'une monnaie digitale de banque centrale est une nouveauté radicale. Ça fait partie des innovations monétaires les plus fondamentales, quoi. Mais la maîtrise et le contrôle restent aux mains des États souverains. Mais restera forcément. Alors, on va quand même... C'est pas évident de réagir après, derrière un éminent économiste comme Michel Aglietta, mais je veux quand même vous demander votre avis. Vous voyez les choses se passer comment entre les big tech, les États et tout le système financier? On peut parler des banques aussi.
Oui. Quelle place vont-elles avoir demain dans ce nouveau système, les banques par exemple? On se parle de concurrence donc, entre plusieurs acteurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les boîtes qui prennent du leadership sont celles qui ont une stratégie tech, donc qui savent très bien servir leurs clients et qui ont une capacité d'exécution très forte, qui savent aller très vite. Et de plus en plus qui savent se conformer à la réglementation. Là, le gros enjeu, c'est comment les big tech, qui sont très challengés en ce moment sur leur capacité à se conformer à la réglementation, réussissent à prendre en compte cet élément. Je trouve intéressant la démarche de qui donc? Vous voulez parler PayPal, Oui. pardon, Ah oui. qui vient d'investir dans TaxBit. Ouais. Et on voit que PayPal, ils ont été très forts pour capter une audience dès le début, dès leur lancement, s'imposer comme un moyen de paiement de référence. Et là, on voit qu'ils adoptent, ils permettent le paiement maintenant en crypto et tout de suite investissent dans TaxBit qui permet de faire ses déclarations d'impôts sur les transactions réalisées en cryptocurrencies. Donc on voit qu'ils cherchent un chemin entre la réglementation et l'exécution vers leurs clients. Ensuite, effectivement, ça pose la question des banques. Quelle place ont-elles dans cet environnement-là? Oui. À mon avis, il y a deux types de banques. Il y a celles qui ont compris qu'il fallait travailler la relation client très fortement et qui ont déjà investi dans les actifs déjà dans l'actif people, donc qui ont déjà recruté les personnes qui savent concevoir des produits qui sont adoptés massivement, qui savent développer l'actif technologique derrière. Goldman Sachs, par exemple, depuis maintenant plusieurs années, a lancé Marcus by Goldman Sachs. Et ils sont en train de travailler cette relation, ils sont en train de faire en sorte d'avoir des dépôts bancaires de la part de particuliers. Alors, Goldman Sachs est historiquement plutôt une banque d'investissement. Je pense que ces banques-là vont très bien s'en sortir et vont réussir à capter une audience et à imposer leur solution. Inversement, celles qui ont peut-être pris du retard sur la digitalisation vont, à mon avis, avoir du mal à prendre le virage. On ne citera pas de nom pour l'instant. On va donner la parole à Yves Laurent Caillan de CoinPlus. Qu'est-ce que, selon vous, un euro numérique change par rapport à l'euro traditionnel que l'on connaît? En dehors de ce que Michel Aghietta et le fondateur d'Icipios ont expliqué à propos des règlements entre banques, entre guillemets, c'est-à-dire la partie de banque à banque, ce qui va changer, c'est l'usage au quotidien. C'est-à-dire que, selon Christine Lagarde, ça va être comme si on remplace les billets par de l'euro numérique. Donc, quand on va auprès du grand public, le grand public nous dit « mais à quoi ça sert un euro numérique puisque je paye déjà par mon téléphone, je paye déjà en tapant ma carte sur le TPE, etc. » Donc, le grand public, pour l'instant, n'est pas encore à l'écoute ou n'est pas encore assez bien informé ou éduquer sur les avantages d'un euro numérique. Donc, qu'est-ce que l'euro numérique va pouvoir changer? C'est essentiellement du paiement digital, du paiement rapide, du paiement mobile. Comme l'a dit dans votre chronique précédente votre invité, le paiement mobile va prendre le pas, et on le voit par exemple avec un acteur comme Samsung, qui est maintenant fortement impliqué dans les cryptos également. Donc l'euro numérique va être au quotidien ce qu'aujourd'hui on appelle les espèces ou les billets ou le fait de pouvoir taper sa carte bancaire sur un TPE pour acheter du pain ou acheter ses courses. Vous vouliez réagir, Michel Aghietta? Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce que peut apporter la monnaie digitale de banque centrale, oui. Sachant que, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, la monnaie est souveraine. Elle fait partie de la souveraineté par nature, depuis 5000 ans. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais depuis 5000 ans. C'est oui. pas quelque chose qui est lié au capitalisme. Ça va beaucoup plus loin. Il y a deux avantages d'une monnaie digitale de banque centrale par rapport à la monnaie qui est la monnaie hiérarchiquement supérieure à celle des banques et au cash. Si le cash disparaissait complètement. Ce qui est possible. Alors, il y a deux choses. La première, si le cash ne disparaît pas et que vous avez, disons, deux possibilités d'avoir de la liquidité. L'important, c'est la liquidité ultime.
celle dans laquelle les gens ont confiance dans toutes les situations, y compris dans les situations de crise. C'est d'ailleurs pour ça que la monnaie doit dépendre de la puissance publique, parce que seule la puissance publique en situation de crise a la possibilité d'être ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire d'éviter l'effondrement total du système financier. N'oubliez pas qu'en 2008, nous avons une crise financière gigantesque. Et que sans l'intervention massive des banques centrales, eh bien, le système financier s'effondrait totalement. Hein? C'est ce qu'avait dit Bernanke. À l'époque, Bernanke dirigeait la Fed. Et il y avait un sénateur, c'était le 15 septembre 2008, un sénateur qui lui dit mais après tout, on peut laisser se poursuivre le processus, puis on verra bien ce qui en sort. Mais il a dit, si on fait ça, c'était le week-end, lundi prochain, il n'y a plus d'économie. Parce que la finance, ça sera totalement effondrée. Donc, c'est ça l'idée qu'il y a besoin d'un souverain au-dessus. C'est celui qui est le prêteur en dernier ressort. Parce que la forme de l'actif qu'il émet est la liquidité ultime à laquelle tout le monde a confiance. C'est l'unanimité de la confiance de tout le monde vis-à-vis d'un seul acteur dans des situations de crise où l'incertitude est radicale, où il n'y a pas de vision sur les prix futurs, etc. C'est là qu'est le problème de fond et qu'il ne faut pas oublier. Donc, sachant ça, qu'est-ce qu'apporte une monnaie digitale de banque centrale? À mon avis, deux choses. Par rapport au système bancaire existant aujourd'hui, la première, c'est de rentrer dans le système de paiement, en particulier dans les pays pauvres, la masse des gens qui ne sont pas bancarisés. Qui rentrent, pensez le Kenya notamment, avec le paiement sur téléphone, enfin, etc. Exact. Ouais. Il y a la Chine, évidemment, a développé ça depuis longtemps, mais le Kenya, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est quand même un pays pauvre, etc. Donc, mais les gens pauvres dans les pays développés, il y en existe aussi pas mal, qui ne sont pas bancarisés, pas admis dans les banques. Donc, ils rentrent dans le système des échanges. Avec leur téléphone. Ils rentrent dans le système des échanges. Et le deuxième élément, c'est un élément, n'oubliez pas que, pourquoi la monnaie n'oubliez pas, les gens ne se rendent pas compte que c'est la même chose. On parle de politique monétaire, et qu'il y a besoin de politique monétaire. Ben, c'est politique monétaire, c'est pas économie monétaire. C'est-à-dire que le politique doit jouer le rôle de régulation d'ensemble de la macroéconomie. En particulier, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de récession, On a besoin de baisser les taux d'intérêt. Quel est le problème aujourd'hui que rencontre la BCE? C'est qu'on ne peut pas descendre les taux d'intérêt en dessous de zéro parce qu'il y a du cash. Le cash ne paye rien, mais en même temps, on peut toujours sortir du cash. Donc, si on descend les taux d'intérêt en dessous de zéro, les gens vont sortir l'argent des banques et le mettre entièrement en cash. Donc, elle est bloquée. Au contraire, si vous n'avez plus de cash, mais si vous avez une monnaie digitale de banque centrale que tout le monde peut acquérir, c'est-à-dire que la banque centrale fait des comptes à ces gens-là, eh bien, la Banque centrale, dans des situations de crise, peut baisser les taux d'intérêt en taux négatif. Et en baissant les taux d'intérêt en taux négatif, elle relance l'économie de manière plus puissante qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes. En Europe, on n'arrive pas à faire repartir la croissance parce que la Banque centrale a fait le maximum. Alors, ce qu'elle fait, c'est acheter des actifs, etc. Mais elle fait le maximum, mais le taux d'intérêt, elle ne peut pas le baisser en dessous de zéro. D'accord. Donc, vous voyez les gros avantages que pourrait donner une monnaie digitale de banque centrale au niveau global. Mais du coup, ce que j'entends aussi, c'est qu'on a une vraie question, un vrai questionnement en ce moment sur le pouvoir politique, notamment, qui est questionné aussi par ces GAFAM. Eh bien, c'est ce qui est dangereux. Eh oui. Comment vous voyez cet avenir des crypto-monnaies, de la monnaie numérique? Est-ce que c'est un avenir, je l'ai titré, est-ce qu'il est incertain au sens dangereux, déstabilisant? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très certain, c'est qu'il va arriver. Est-ce qu'il est... Parce qu'il y a aussi un point, je mets dangereux, mais un point qu'on n'a pas abordé et on arrive à la fin de l'émission, c'est la question aussi de la cybersécurité ou de la cybercriminalité qui peut fragiliser aussi ces nouveaux systèmes. Pas de réponse. C'est tout à fait catastrophique, ça. Yves Laurent-Caillan, vous voulez réagir là-dessus, sur la protection aussi qui est nécessaire, les gages de cybersécurité autour de ces monnaies? Oui, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse technique ou un niveau de réponse fonctionnelle. Le niveau de réponse technique, il est évident. Tout ce qui est cryptographie a prouvé que c'était
des infrastructures sécurisées. Et puis au niveau fonctionnel, on a prouvé que ce n'était pas du tout sécurisé. C'est-à-dire que si vous laissez votre argent en ligne, c'est ce qui se dit dans les bitcoins et dans les cryptos, il y a une forte chance, une forte probabilité que cet argent disparaisse à cause du hacking. Alors je voulais juste, là vous montrer effectivement notre produit, je voulais juste en quelques secondes placer CoinPlus avant de répondre à Michel Aglietta. Oui, non, mais vous n'aurez pas le temps parce qu'on est à la fin de l'émission, vraiment. Oh, c'est dommage. Oui, alors, vous pourrez... D'accord, si vous voulez, nous on est hébergé par la Société Générale à Luxembourg, dans leur lab Le Plateau. Et en fait, pour pouvoir répondre au futur de la monnaie est-il incertain et à quoi sert l'euro numérique, nous on a fait un parallèle, c'est-à-dire qu'on va atteindre le public le plus grand public possible, le mass market. En matérialisant à travers une carte. Le compte. Absolument. Voilà. Et en fait, pour pouvoir faire ça, on passe par des... Je suis désolée. Non, mais parce qu'on est vraiment sur on passe par des acteurs. Non, on est vraiment, je vais être obligée de vous couper. On est vraiment sur le débat du futur de la monnaie. Merci beaucoup. On a déjà présenté d'ailleurs votre solution dans Smartech. La question de la cybersécurité, on a à peine effleuré, mais effectivement, une des clés peut-être sa matérialisation. Vous inquiétez pas, on en reparlera ensemble. Vous serez réinvités encore. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre partage d'expertise. Merci à l'économiste Michel Aglietta, auteur donc du futur de la monnaie, à paraître en février. Merci à Yves-Laurent Caillant de CoinPlus et Rodolphe Bornos, je vais y arriver, PDG cofondateur de Cypios. Alors nous, juste après la pause, on continue à parler un peu d'économie, mais plutôt de stratégie business, avec le décryptage du plan annoncé par le groupe Renault.